Édition 75 est une présentation de la Caisse populaire des jardins de Bécomo. Depuis 1944, 68 ans de fierté à partager. Boulevard Kia et Boulevard Hyundai. Et de vos courtiers Remax Distinction de Bécomo. Si la ville de Bécomo a été fondée officiellement en 1937, des activités se déroulaient sur le territoire de la Manicouagan bien avant cette date. Bienvenue à Édition 75. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, on vous propose de faire un survol historique des débuts de la ville de Bécomo. Pour ce faire, on a rencontré un Bécomois, M. Jean Lévesque, âgé de 71 ans, qui habite toujours la maison familiale qui l'a vu naître. C'est vraiment un passionné de sa ville et de ses habitants. Juste avant de découvrir qui était Napoléon-Alexandre Comeau ou encore le colonel Robert McCormick, je vous invite à découvrir ce qui se déroulait sur le territoire bien avant 1937. Le plus loin que j'ai pu remonter pour Bécomo, archivé, c'est 1005. Bien sûr, la ville n'existe pas encore, mais la place était là. Et en 1005, il y avait des Vikings qui venaient ici, à ce qu'on appelle le vieux poste, là, l'ancien Haute-Rive, là, en bas, là, près de la rivière Manicouagan. Il y a des Vikings, il y a des traces, c'est marqué dans des livres, ça. Les Vikings ont laissé des traces là, au vieux poste. C'est la plus vieille date que j'ai pu trouver. En 1664, un père jésuite, Henri Nouvel, il remonte la rivière Manicouagan. Puis Charles Amiot commence à faire la traite avec les Inuits. C'est les plus vieilles dates que j'ai pu trouver. Si on vient plus proche, j'ai 1866. Proclamation du canton de Manicouagan puis du canton La Flèche. Le futur Bécomo est situé dans le canton La Flèche. C'est les noms que ça porte officiellement, alors que les municipalités de Chute-aux-Utardes, Pointe-aux-Utardes, Pointe-le-Bel sont situées dans le canton Manicouagan. En 1889, là, on s'approche de nous autres un peu, à même place, au Vieux-Poste, à Bécomo-Ouest, là, quand on descend en bas sur le bord de la rivière Manicouagan, il y a eu une fondation d'une mission qui s'appelait Saint-Eugène de Manicouagan par les eudistes, les pères eudistes. Et puis, ça, c'est 1889. 1898, au même endroit, on se rappelle dans le bout de Lac-Saint-Jean, il y a une place qui s'appelle Val-Jalbert, un village fantôme. Il y a déjà eu des installations pour faire de la pâte à papier là. Bon. Et alors, les Jalbert étaient venus ici à Bécomo. Ils s'étaient installés un endroit pour faire la coupe de bois, pour pouvoir fournir leur moulin de pâte et papier à Val-Jalbert. 1898, ça a duré jusqu'en 1907. Donc, pas longtemps, 9 ans, et ça a fait faillite, en fin de compte. Là. Il y a quand même eu, pendant cette période-là, une quarantaine de familles sur place. C'était donc un petit village dans ce coin-là, qui s'appelait d'ailleurs Manicouagan. 1916, on est rendu dans notre site. La route 138, qui s'appelait la route 15 dans ce temps-là, est prolongée jusqu'à Saint-Eugène de Manicouagan. 1920, bien sûr qu'il y a bien des ponts, puis ça prend pas rien que 5 heures comme aujourd'hui, là. Mais il y a un semblant de route qui mène jusqu'à là. 1929, on rouvre un bureau de poste du nom de Como B. 1936, le nom du bureau de poste est changé, puis devient Bécomo, officiellement. Un bureau de poste, toujours à cet endroit-là. Bécomo n'existe pas encore, là, le Bécomo dont on parle ici. Celui qu'on fête, là, il n'existe toujours pas. Il est né en 37, et là, on parle de 36. Mais il y avait déjà un bureau de poste quand même à Haute-Rive, l'ancien Haute-Rive, là, dans ce coin-là. Napoléon-Alexandre Comeau était un personnage important pour la Côte-Nord. Il est mort en 1923. Bécomo est né en 1937. On s'entend-tu qu'il n'a pas fait grand-chose dans la création de Bécomo? Quand Bécomo a été créé, ça faisait 14 ans que Comeau était mort. Pourquoi on appelle ça Bécomo? Bon, c'est simplette. Déjà avant
que ça commence. Avant que tout ça commence, les gens de la place, de Godbout, de Franklin, de Pointe-le-Bel, ils appelaient ça l'anse à Como. Il n'y avait rien. Il y avait un petit camp là, d'un pêcheur, puis c'était Como de Godbout qui venait là quand il pêchait. Il y avait un petit camp là, pour... et on disait c'est l'anse à Como. C'est lui qui pêche là. C'était aussi simple que ça. Et quand McCormick jouait un petit peu dans le choix des noms, ben, comment ils appellent ça le monde? Ils appellent ça l'anse à Como. Ben, l'anse à Como, c'est plus qu'un anse, là. On pourrait appeler ça une baie. Alors, on va appeler ça Bécomo. On va respecter ce nom. Mais Como n'a rien eu à voir dans la création de Bécomo. Il était mort, ça faisait 14 ans. Si Napoléon Alexandre Como a laissé son nom à la ville, c'est McCormick, par contre, qui l'a développé. Après la pause, on en apprend un peu plus sur cet homme d'affaires américain. Mais McCormick, par contre, c'est un personnage extrêmement important dans le développement de la ville de Bécomo. Parlez-nous un peu du rôle, justement, qu'il a joué. OK. Bien, McCormick, c'est un milliardaire, archi-milliardaire. Il a tellement d'argent, il ne sait plus quoi faire avec. Ça renverse de ses poches tout le temps. Là. C'est quand on dit riche, là, mais pas à peu près. Il est propriétaire du Chicago Tribune, qui est le plus gros quotidien américain de ce bord-là. Il est co-actionnaire majoritaire du New York News, qui est le deuxième plus gros quotidien américain de ce bord-là aussi. Ben, bref, facile à deux. Et dans ce temps-là, il n'y a pas de TV, il n'y a pas de radio, c'est les journaux, tout le monde en veut. Ça fait que ça se vend et c'est payant. Il possède un moulin à papier à Thorold. Il y en a un petit aux États-Unis, mais ça ne va pas durer longtemps. En tout cas, parlons de Thorold. Thorold, c'est en Ontario. Et il manque de bois, ça coûte cher. Il a de la difficulté à avoir du bois. Alors, il vient chercher du bois sur la Côte-Nord, à Shelter Bay, qu'on appelle aujourd'hui Port-Cartier, et à Franklin, à côté de Bécomo, le petit village. C'est les deux places où ça provisionne en pitoune, met ça dans des bateaux, puis envoie ça pour le moulin là-bas. Alors, on comprend bien que sur la Côte-Nord, comme sur la Côte-Sud, à ce temps-là, ça gravait de faim pas mal. C'était la misère, la vraie misère, là. Ça fait qu'on peut comprendre que le gouvernement, puis McCormick, devrait faire un moulin ici, puis ça ferait travailler notre monde, puis ça serait plus proche, traiter ça en papier, plutôt que d'aller traiter le diable aux vaches à l'autre bout. Et bon, ça fait que l'idée a fait son chemin pendant longtemps, puis à un moment donné, il a décidé de faire un moulin, proche de ces belles rivières-là, la Manicouagan, la Outarde, intéressant, on coupait du bois, on va l'emmener pour mettre un moulin direct là. Alors, comme ça est germée l'idée d'avoir un moulin à papier. Pas une ville. Au début, il ne rêvait pas d'une ville, mais il savait bien qu'un moulin sur la Côte-Nord à travers les épinettes, si on veut que ça marche, on veut pas que ce soit pas juste du monde qui vient faire une pièce pour retourner chez eux. On veut garder du monde, il faut avoir une ville. Donc, on comprend que les 10, 15 premières années, 20 premières années, c'était très paternaliste. McCormick, il en a payé. L'église Sainte-Amélie, c'est quasiment tout lui qui l'a payé. La bonne vieille arena, le centre sportif qu'on avait, à peu près tout ce qu'il y avait, au niveau des arts, au niveau de n'importe quoi, McCormick payait quand ça arrivait plus. C'était très paternaliste. Il voulait que ça marche, cette ville-là. Il voulait attirer des écoles, il voulait aussi des écoles. Il voulait attirer des femmes, des enfants, la religion, bref, du monde avec toute une société et non pas juste une gang de travailleurs qui arrivent d'un peu partout puis qui retournent chez eux. C'était ça un peu l'idée. Deux installations. Alors, il est venu, puis c'est sûr, ça a commencé de bonne heure. Il savait il y a longtemps que pour avoir un moulin à papier qui marche, ça prend de l'électricité. Au Québec, il n'y en a pas là. Dans 138, il n'y en a pas là. Il y a rien que des épinettes, puis des rivières, point à la ligne. Mais là, il faut que ça marche, cette affaire-là. Alors, en 1923, il est venu construire un barrage électrique, déjà parce qu'il y avait des visions sur ce qui s'en venait, à la rivière Outarde, tout proche de la chute aux Outardes, côté de Bécomo un peu. Alors, il y avait un vieux barrage dont les vestiges sont là, il n'est plus là maintenant. Et 1923, ça a construit ça jusqu'en 1930. Le barrage est fini et tout et tout. 1930 à 1936, il est non utilisé, mais il est prêt. Il est prêt. En 1936, on est prêt à mettre l'électricité parce que là, on bâtit l'usine et on commence à penser à faire des rues autour. Mais c'est l'usine d'abord, la ville ensuite. C'est comme ça un peu que ça a commencé. Et un quai, bien sûr. Un quai parce qu'on savait que tout viendrait par bateau. Il n'est pas question d'un truck qui arrive avec toute l'usine qu'il y a là, des gros morceaux là-dedans. Là.
Tout ça s'en vient par bateau. Donc, ça prend un bon quai capable de mettre les affaires dessus, sur le train, puis envoyer ça à l'usine pour bâtir. En 1936, 2000 personnes ici à Baie-Comeau en train de bâtir l'usine. Alors, imagine le défi à travers les épinettes. Il n'y a pas de Baie-Comeau, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien d'autre que des épinettes. On peut dire que c'est presque mission impossible de résumer toute l'histoire de la ville de Baie-Comeau en une seule émission. C'est pourquoi, dans le courant des prochaines semaines et des prochains mois, on vous offrira d'autres capsules historiques avec Jean Lévesque sur les personnages importants, mais aussi les moments marquants de l'histoire de la ville de Baie-Comeau. Merci encore une fois d'avoir été avec nous et moi, je vous donne rendez-vous le vendredi 9 mars prochain, toujours à 13h30. Édition 75 vous a été présentée par la Caisse populaire des jardins de Baie-Comeau. Depuis 1944, 68 ans de fierté à partager. Boulevard Kia et Boulevard Hyundai. Et vos courtiers Remax Distinction de Baie-Comeau.